en profondeur. Pour rappeler Poutine en quelques dates clés, si on peut dire, on pourra revenir là-dessus si cette vidéo fonctionne pas mal sur son enfance. Mais Poutine en quelques dates clés, donc il tente d'intégrer le KGB à l'âge de 16 ans sans succès. Il se dirige donc vers des études universitaires et par la suite, finalement, va réussir à rejoindre la direction régionale du KGB à Leningrad. Durant plusieurs années, il travaille d'abord comme subalterne, puis comme officier opérationnel dans le service de contre-espionnage, puis pour finir, chargé de la police politique. Vladimir est très engagé. Alors comme dans de nombreux services secrets européens à l'époque, le KGB n'envoyait à l'étranger que des agents mariés, une condition visant à écarter les homosexuels et à prévenir toute lésion avec des étrangers ou des étrangères. Du coup, Poutine se marie en 1983. Au niveau boulot, en 1984, il a le grade de commandant. Il est alors sélectionné pour une année de formation à l'Institut Andropov, où il exerce des responsabilités comme chef bénévole de son unité d'officier en formation. Un point important de sa vie va être quand il va être transféré dans la réserve active pour préparer une mission en RDA. Donc c'est la République démocratique allemande. À l'époque, l'Allemagne est divisée en deux. À partir d'août 85, il est affecté à Dresde, en RDA, où il est officiellement employé au consulat, mais travaille en réalité pour le KGB en tant que major, chargé de recruter les espions. Il tente de faire chanter un professeur de médecine pour obtenir une étude sur des poisons indétectables. Si je vous parle de ça, c'est qu'il souhaite se spécialiser dans la partie de la défense. Notre Poutine est en Allemagne, et il y a encore lors de la chute du mur de Berlin, où l'Empire s'effondre, non sans un certain regret pour notre Poutine. Après la chute, donc, il joue un rôle dans la protection des bureaux du KGB contre des manifestants allemands, en détruisant des documents sensibles. En février 90, il est rappelé en Russie, alors que la RDA est en voie de réunification. Son retour précipité sera lié à une information de Werner Grossmann, dernier chef des services de renseignement est-allemands, selon lequel Poutine recrutait des agents compromis, mettant ainsi le KGB en danger. Par la suite, il va être dirigeant de la mairie de Leningrad, mais tout en restant chef au sein du KGB. D'ailleurs, il va y avoir un putsch des généraux en 1991 pour rétablir l'URSS contre Mikhail Gorbatchev. Et c'est Poutine qui va jouer un rôle de négociation entre le KGB de Leningrad et les forces militaires liées aux putschistes. Bien qu'il nous manque des informations. Poutine affirme également officiellement démissionner du KGB le 20 août 1991, mais sa démission n'aura pas été immédiatement acceptée. Du moins, les choses vont être modifiées et il va diriger d'autres services. Donc de 92 à 96, Poutine est une figure influente de la politique municipale à Saint-Pétersbourg, servant comme conseiller principal de Sobchak. Il est notamment chargé des relations extérieures de la ville et dès 1994, il est nommé premier adjoint au maire. Pour arriver en 1995, où Poutine est désigné président de la section locale du parti Notre Maison la Russie, dirigé par le premier ministre Viktor Tchermodev, et il supervise la campagne législative dans la région. Malgré la défaite de Sobchak aux élections municipales de 1996, Poutine reste loyal à son mentor et refuse de travailler avec son successeur. Mais on va passer maintenant aux choses intéressantes, aux choses qui vont permettre à Poutine de prendre le pouvoir. On est en août 1996. Poutine est alors nommé adjoint de Pavel Borodine. Décidément, on n'arrête pas de le nommer, ce Poutine. Donc directeur du département de l'administration des propriétés présidentielles en Russie. Cette nomination marque son entrée dans le cercle du pouvoir à Moscou. Quelques mois plus tard, en mars 1997, il intègre l'administration présidentielle en tant que chef adjoint, tout en dirigeant le département principal de contrôle, souvent qualifié de mini-KGB. Donc c'est le KGB version mini, en raison de son recours au compromat, donc matériel compromettant utilisé à des fins politiques. On se rapproche du pouvoir petit à petit. Mais pour qu'il prenne le pouvoir, il va falloir qu'il fasse un peu d'effort. Alors même s'il avait rencontré Boris Eltsine dans les années 90 pour la première fois, alors qu'il travaillait dans l'administration de la ville de Saint-Pétersbourg sous la direction du maire Anatoly Sobchak, vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure, la relation se renforce véritablement en 1996 lorsque Poutine est nommé à Moscou comme adjoint de Pavel Borodine, directeur du département de l'administration des propriétés présidentielles. À ce moment-là, il commence à être remarqué par Eltsine, il va être dans ses petits papiers si on peut dire.
Le temps passe et on est en 1998. La relation entre Eltsine et Poutine devient de plus en plus importante. Eltsine, lui, est affaibli politiquement et physiquement. Il cherche un successeur capable de protéger ses intérêts après son départ du pouvoir. Également, il a fortement été humilié par les Américains qui ne considèrent pas Eltsine comme un vrai dirigeant, mais un dirigeant quasiment fantôme dans une Russie quasiment inexistante. Pour les Américains et le bloc occidental, c'est la fin d'une guerre longue, la fin de la guerre froide. Pour les Occidentaux également, comme dirait la citation, c'est la fin de l'histoire et vous ne le savez pas. D'ailleurs, pour les Américains, c'est une nouvelle histoire qui se crée finalement. La Russie n'est plus une menace et ne le sera plus jamais. D'ailleurs, si on pouvait mettre quelques bases de l'OTAN dans les anciens pays communistes, on pourrait se rapprocher au cas où la Russie deviendrait de nouveau dangereuse, ou pire, de nouveau communiste. Ah ça, c'est le pire pour les Américains. C'est d'ailleurs une des raisons qui va provoquer des nouvelles tensions entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Donc à ce moment-là, Boris Eltsine est affaibli. En plus, en 99, après la crise de 1998, la crise financière qui a secoué la Russie, Poutine, alors peu connu, entame une ascension fulgurante vers le sommet du pouvoir. Eltsine n'est pas haut dans les sondages, et comme je vous l'ai dit, il est affaibli économiquement, mais également physiquement. En août 1999, il nomme Vladimir Poutine président du gouvernement, remplaçant Sergueï Stefanin, et sa nomination est perçue en Europe comme celle du successeur désigné d'Eltsine. Selon le média allemand Correctiv, cette promotion serait une récompense pour Poutine qui aurait aidé à bloquer une enquête gênante visant Eltsine menée par le procureur général. Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine transmet symboliquement la constitution à Poutine qui devient président par intérim. C'est un petit peu comme un intérimaire. Je ne sais pas si vous avez fait de l'intérim ou vous aviez passé le balai ou vous aviez fait de la manutention. Là c'est un petit peu pareil. Peu avant, en novembre 1999, Poutine avait déjà renforcé son influence sur le système judiciaire en autorisant une transaction de 30 millions de dollars pour l'achat d'un nouveau réseau informatique avec Hewlett Packard, obtenant le contrat malgré une offre plus élevée. En coulisses, les pots de vin auraient été versés à des fonctionnaires russes, consolidant ainsi son contrôle sur la justice. Ensuite, Poutine va faire sa star, si on peut le dire ainsi. En septembre 1999, il y a des attentats meurtriers qui frappent Moscou et d'autres villes russes, une fois de plus moquées par certains occidentaux, et ces attaques sont attribuées à des terroristes tchétchènes, bien que la version officielle reste controversée. Des opposants qui ont mené une enquête sur ces attaques comme l'ex-agent Alexandre Livichenko ou la journaliste Anna Politkovskaya ont été tués ou emprisonnés. Profitant du climat de terreur, Poutine, soutenu par Eltsine et l'armée, ordonne la reprise des hostilités en Tchétchénie pour affaiblir l'ordre fédéral. La seconde guerre de Tchétchénie débute le 1er octobre 1999. Initialement peu populaire, avec seulement 3% des intentions de vote pour la présidentielle, la gestion de la guerre et son discours musclé, notamment sa déclaration provocante qu'il irait buter les terroristes jusque dans les chiottes, ça vous devez vous en souvenir, font grimper sa cote. Très vite, il devient le candidat incontournable pour succéder à Eltsine à la présidence. Également, Eltsine et Poutine vont se faire une promesse. Enfin, c'est Boris Eltsine qui va faire une demande à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine compte bien s'engager là-dessus. Boris Eltsine va demander à Vladimir Poutine de protéger sa famille, car Boris Eltsine était quelqu'un de reconnu, de recherché, et il n'avait pas que des amis. Il avait notamment des ennemis qui souhaitaient lui faire la peau à lui et sa famille. Donc Eltsine va demander à Poutine de protéger sa famille et garantir son immunité judiciaire après son départ du pouvoir. Pour recontextualiser, dans les années 90, Eltsine et son entourage, notamment sa fille Tatiana et plusieurs proches collaborateurs étaient impliqués dans des scandales de corruption et faisaient l'objet d'enquêtes judiciaires, notamment pour des affaires de détournement de fonds et de corruption. En échange de sa nomination en tant que Premier ministre en 1999, puis de sa succession à la présidence, Poutine aurait promis à Eltsine de préserver l'immunité de sa famille et de protéger ses intérêts. Une des premières actions de Poutine, après avoir accédé à la présidence par intérim en décembre 1999, a été de signer un décret garantissant l'immunité à Eltsine et sa famille contre toute poursuite judiciaire
pour des actions commises pendant son mandat. Cela a permis à Eltsine de se retirer de la vie publique sans craindre d'éventuelles représailles juridiques, consolidant ainsi la transition du pouvoir en faveur de Poutine. En fait, ce n'était pas vraiment dans l'intérêt de Poutine de se charger des scandales de Boris Eltsine. Boris avait fait de la corruption, bien évidemment, mais en fait, Poutine ne souhaitait pas de scandales à l'international et ne souhaitait pas de nouveaux scandales au sein de la Russie qui pouvaient affaiblir cette dernière. Donc quoi qu'il en soit, Eltsine n'aurait pas eu de soucis judiciaires avec Poutine. Ou bien, il aurait été mis en prison, mais ça ne se serait pas su. Mais cette hypothèse est peu probable, sachant que les médias auraient été informés au niveau national comme international. Boris Eltsine va donc transmettre la Constitution à Vladimir Poutine le 31 décembre 1999 dans le bureau présidentiel du Kremlin. Ci-contre en photo. Ces liens étroits qui reliaient Eltsine à Poutine se sont développés progressivement dans les années 90 dans un contexte de crise politique et économique en Russie. Eltsine avait été affaibli par ses problèmes de santé, des scandales de corruption impliquant son entourage. Il cherchait un successeur capable, un successeur qui pouvait garantir sa protection ainsi que celle de sa famille. C'est donc à cela que Poutine, qui était encore un acteur relativement discret du paysage politique russe, est devenu une figure centrale aux yeux d'Eltsine. En fait, Poutine, à la base, pour vous expliquer, il n'avait aucune chance d'être président, du moins de manière démocratique. C'était un inconnu, Poutine, et qu'un autre bien plus reconnu allait prendre le pouvoir. Mais Eltsine va nommer Poutine à la tête du service fédéral, puis par la suite, il va le mettre en avant. L'un des éléments cruciaux de la relation entre Eltsine et Poutine repose sur cette promesse dont je vous ai parlé. Cette promesse se concrétise dès la prise de pouvoir de Poutine lorsqu'il signe un décret garantissant à Eltsine et à sa famille l'immunité judiciaire pour toute action commise durant son mandat. Wikipédia, un manque de démocratie. Outre les accusations de fraudes électorales lors des élections de 2000, de 2008, de 2011, de 2012, de 2016, certains analystes considèrent qu'il existe une dérive autoritaire du pouvoir de Vladimir Poutine. Alors mon ami Google a dit ça, mais est-ce que la Russie est démocratique ou au contraire ne l'est pas ? Officiellement, c'est une fédération avec une structure politique qui inclut des élections et des institutions démocratiques. Mais certains disent que son système politique présente de nombreuses caractéristiques qui remettent en question son caractère démocratique. Alors, la Russie organise régulièrement des élections pour divers postes, y compris la présidence et la Douma d'État, donc le Parlement. Mais ces élections sont parfois critiquées pour leur manque de transparence et pour les accusations de fraudes électorales. À vrai dire, on pourrait le dire pour d'autres pays. Également, les médias en Russie sont largement contrôlés par l'État, par des entreprises proches du Kremlin, ce qui limite la liberté de la presse et la capacité des médias d'opposition à critiquer le gouvernement en place. La censure et la répression des journalistes sont également des préoccupations majeures. Pour ce qui est du système judiciaire en Russie, il est souvent perçu comme étant sous influence du pouvoir exécutif. Les accusations de corruption et de manipulation politique sont courantes, ce qui soulève des questions sur l'indépendance et l'équité des décisions judiciaires. Également, des préoccupations sont régulièrement soulevées concernant les droits de l'homme en Russie. Les manifestations, les activités politiques de l'opposition sont souvent réprimées, et les autorités ont été accusées de restreindre la liberté d'expression et de rassemblement. C'est aussi une concentration du pouvoir. Sous Poutine, la Russie a connu une concentration accrue du pouvoir au sein de l'exécutif avec des modifications constitutionnelles et des réformes qui renforcent le contrôle du président et des institutions politiques et judiciaires. Est-ce qu'on pourrait appeler la Russie Poutine plutôt que le pays de la Russie, le pays de Poutine ? Ça, c'est une question à laquelle vous devez répondre en commentaire. À vous de me le dire. Après, pour plus d'informations, il faudrait que je fasse une immersion en Russie, mais ça sera pour de prochaines vidéos, de prochains épisodes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la vidéo, et votre avis bien évidemment. Vous pouvez aussi me donner un don, et moi je vous laisse ici. Allez, à plus tard, salut.